Dzogchen Today podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Lama Pemo, Lama Kunsang, pour ce 3e épisode de notre petite série de 3. On a traité dans le premier des pèlerinages, dans le second des retraites. Dans ces deux-ci, il a été question des différences et peut-être des similitudes entre la façon de pratiquer en Asie et la façon de pratiquer en Europe. Et aujourd'hui, on va un peu approfondir ce sujet, des différences et des similitudes entre ici et là-bas, pourrait-on dire. Perspective himalayenne, on verra dans le passé et aujourd'hui, et perspective européenne, occidentale, moderne. Donc pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais vous présenter de nouveau. Vous êtes des pratiquants de longue date, tous les deux. Vous avez effectué une retraite devenue traditionnelle, comme on l'a appris au podcast précédent, de 3 ans, sous la direction du premier Kalo Rinpoche. Vous avez ensuite effectué une autre retraite d'1 année, avant de partir vivre dans un monastère, dans l'Himalaya, où en plus de la pratique, vous avez traduit les textes, continué à étudier, et puis suite à cela, vous avez continué bien évidemment vos pratiques, bien évidemment également la traduction, la préparation de textes, et vous avez également rédigé un ouvrage qui s'intitule L'Odyssée des Karmapas en français, qu'on peut retrouver en anglais aussi. Merci donc de nous faire l'honneur, le plaisir, la joie d'être parmi nous de nouveau. Merci à vous. Nous sommes là. Et donc, pour commencer cet épisode entre ici et là-bas, Himalaya et Europe, on pourrait se demander qu'est-ce qui caractérise un pratiquant bouddhiste et dzogchen dans le monde himalayen, mais ancien, on va dire. On a parlé du passé précédemment. Je pense qu'il y a eu pas mal de différences avec l'arrivée de la modernité à partir des années 50, 60 et encore plus aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait faire la différence entre les deux et donc commencer par le pratiquant ancien, on va dire. Donc, Allez, vas-y, quand on parle du pratiquant de jadis, d'antan, donc c'était le pratiquant qui avait très peu de distractions déjà, parce que comme c'était par exemple au Tibet, la plupart des personnes vivaient comme nomades, donc dans les hauts plateaux, où ils étaient face à un ciel bleu, ils avaient un air cristallin, des belles vues, des paysages extraordinaires, donc vraiment très très bénéfiques pour la méditation et pour le calme mental qui s'installait très facilement pour eux, parce qu'il n'y avait rien d'autre, mis à part leur yak, leurs moutons et les prières qui récitaient en même temps pendant qu'ils gardaient les animaux. Et d'autres étaient des agriculteurs, donc qui cultivaient l'orge, qui est la nourriture principale au Tibet. Et donc, pareil, ils étaient très très présents dans leur pratique. Ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas de radio, ils n'avaient pas d'internet, pas de handy. Donc vraiment, c'était un travail concentré et totalement immergé dans la nature, donc très très bénéfique pour la contemplation. Par contre, leur grand problème, c'était la survie. Donc c'est là où ça a beaucoup changé pour ceux qui sont plus modernes, parce que la survie était là à chaque moment. Pour les agriculteurs, pour les nomades, il y avait tout le temps des épidémies, mais des constantes épidémies qui tuaient des villages entiers. Il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Donc la seule chose qu'ils avaient, quand ils avaient des problèmes, des fois les épidémies, ils allaient décimer des animaux, mais vraiment tous leurs animaux. Donc il y avait la famine, ils n'avaient rien à manger. Donc leur seul remède, entre guillemets, c'était le monastère. C'était les maîtres. Donc quand ils étaient malades, pas de SAMU. Il fallait faire des prières au lieu de taper le 15. Donc il fallait faire des prières, il fallait aller voir des maîtres pour qu'ils fassent des rituels. Et en général, les maîtres avaient des fonctions multiples. C'était vraiment polyvalent, les maîtres, les grands maîtres. Il fallait qu'ils jouent aussi les médecins. Donc, puisqu'il y avait bien sûr des médecins tibétains qui soignaient avec des plantes, mais il n'y avait pas des médecins partout. Dans des villages, dans des contrées très très éloignées, et pour avoir accès à un médecin tibétain, il fallait courir longtemps.
Donc, c'était plus facile d'avoir recours au monastère local où on était sûr de trouver au moins un lama compétent ou un grand maître compétent qui allait les soigner, leur souffler sur le visage et les aider à guérir ou faire des rituels de guérison. Et ça marchait très souvent parce qu'ils étaient portés par la dévotion et donc ça marchait. Ils faisaient des prières, ils avaient des conseils des maîtres pour réciter certains mantras et ça marchait pour eux. Par contre, là où vous avez aussi un grand avantage, c'est pas d'internet, donc et pas de téléphone, pas de smartphone. Donc pas de distraction venant de l'extérieur. Donc on va dire que quand ils avaient besoin d'informations, c'est encore les maîtres qui jouaient les Wi-Fi locaux, parce qu'ils allaient voir les maîtres pour leur demander. Vous ne pouvez pas faire une divination parce que j'ai mon animal qui est tombé dans une fosse, il est quelque part et je ne sais pas où il est, il faut le retrouver. Donc le maître, il allait faire un rêve ou il allait faire une divination, ça s'appelle un mot, et il allait dire, oui, va chercher ton animal, il est là, ou des fois, elle demandait des nouvelles de leurs parents qui étaient dans une région lointaine, donc pas de téléphone, donc lama, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, qu'est-ce qui se passe avec lui? Là aussi, ils avaient des informations à donner. Donc c'était vraiment très, très polyvalent, la fonction du maître. Il s'occupait de beaucoup de choses. Et donc, tout ça, c'était très, très bénéfique pour la dévotion, pour la concentration, pour la méditation. C'était une nécessité. En fait, pratiquer, pour les anciens, était une nécessité absolue. Parce que c'était pratiquement leur survie. C'était pour guérir, pour vivre, pour prier pour les animaux, ils priaient pour tout. Donc, il n'y a pas de science, il n'y avait pas d'hôpitaux. Donc voilà, pas d'hélicoptère si on tombait d'un rocher. Donc c'était vraiment difficile. Par contre, les monastères avaient un grand avantage. Ceux qui étaient pauvres, ils allaient dans les monastères pour être nourris, pour être vêtus. Donc souvent les textes disaient, n'allez pas dans les monastères juste pour être vêtus et nourris, parce qu'ils étaient si pauvres. Donc aller dans un monastère, ça voulait dire qu'on monte en statut. Et donc, c'était quelque chose qui était vraiment demandé par les familles. Donc, tout le monde voulait être religieux. C'était, en fait, monter en statut parce qu'on devenait lama ou on devenait quelqu'un de responsable. On avait une éducation gratuite parce qu'il n'y avait pas d'école. Et donc, c'était bien si les enfants allaient au monastère. Et donc, on peut dire que c'était beaucoup plus facile pour eux de renoncer à la vie matérielle parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait très peu. Donc, en fait, il n'y avait pas de question, sauf pour les très grands méditants qui se retiraient dans les grottes, de renoncement. Parce que leur vie était tellement pauvre que quand ils se mettaient au monastère, ils étaient mieux, finalement. Donc, on peut dire que toute cette situation a vraiment beaucoup changé maintenant pour ceux qui sont modernes. Du coup, Lama Khyentse, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on pourrait comparer un peu entre ce qui vient d'être dit pour les pratiquants ancien, donc je ne sais pas exactement à quel moment ça a changé, ça a dû être progressif, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours pareil? Alors effectivement, pour les nouvelles générations, on va dire que le modernisme est venu frapper à leur porte, donc depuis à peu près, on va dire 70 ans, à peu près, les nouvelles générations, ça se fait de façon progressive. Eh bien, ils ont maintenant un mode de vie qui se rapproche de celui de l'Occident, on va dire même qui se rapproche du modernisme qu'on trouve de façon globale, finalement, sur toute la planète. Donc, on peut voir qu'il y a davantage d'affairement. Et alors que sur les hauts plateaux du Tibet, dans les champs du Bhoutan, ou au Sikkim, dans l'Himalaya, c'était un mode de vie en fait qui était très lent, donc qui était propice à la méditation. Ils avaient leurs yaks, ils avaient leurs moutons, leurs chèvres, ça les cultivait. Alors bien sûr, c'était très très dur et très très rude, c'est sûr qu'il y a besoin d'amélioration, mais ça donnait, pour ceux après qui partaient comme méditants, ils avaient déjà en fait on va dire une base naturelle d'une certaine présence en fait, du fait de ne pas être constamment affairé. Et là, on voit bien avec les jeunes générations, les nouvelles générations, donc bhoutanaises ou tibétaines, himalayennes et autres, eh bien, sont plus confrontés à des envies d'achat, bon, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais après ça commence à peu être comme en Occident, ça va un petit peu trop loin, et puis bien sûr il y a le monde des écrans.
Donc la télévision, le portable, les jeux vidéo et autres. Bien sûr, tout cela a des qualités, c'est indéniable. Mais on voit aussi que ça donne un esprit qui s'accélère, un esprit vraiment d'affairement, et quelque chose qui va faire qu'il y a en fait l'illusion que la science et la richesse sont la source du bonheur ultime. Et effectivement, il y a ce changement. Alors, quand même, lorsque, par exemple, au Bhoutan, quand on va dans le Bhoutan, on peut dire qu'il y a le Bhoutanais des campagnes et il y a le Bhoutanais des villes. Et le Bhoutanais des campagnes est encore... en fait, il a des avantages, c'est qu'il est à la fois toujours dans une civilisation très traditionnelle, et très lente, très paisible, et en même temps, il a aussi accès au modernisme. Donc c'est intéressant de voir le cas du Bhoutan, parce qu'on peut voir, dans les campagnes, qu'on a un mode de vie qui est... il y a la santé, il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là, donc les avantages du modernisme, mais en même temps, c'est resté très traditionnel. Toutefois, dans les villes, et surtout la grande ville du Bhoutan, donc Thimphu, eh bien, les jeunes Bhoutanais, et puis pareil dans tout l'Himalaya, eh bien, ils sont, bien que toujours croyants, bien sûr, c'est leur tradition, ils sont parfois moins nombreux finalement à se tourner vers la spiritualité. Parce qu'on pense que finalement, on va pouvoir arriver jusqu'à la mort, puis on verra plus tard. Et même la tradition spirituelle, je l'ai souvent entendu, est parfois même considérée bien comme démodée. C'est ah oui, c'est la tradition de nos parents, de nos grands-parents. Ça, c'est un phénomène qui est à prendre en compte. Il y a un vrai attrait aussi avec toute l'information liée au smartphone, précisément, qui donne accès à l'information mondiale, en fait, et donc à d'autres modes de vie, qui fait passer peut-être les façons de vivre plus traditionnelles, plus lentes, plus paisibles, pour quelque chose du passé. Ça me rappelle mes grands-pères, mon grand-oncle, ma tante. On n'a pas forcément envie, on préfère rêver peut-être d'autres choses. Et puis de toute façon, c'est inévitable. Exemple comme au Bhoutan, il y a des barrages, grâce à cela, il y a de l'électricité et autres. Donc on a un mode de vie qui passe par le modernisme, mais ça va demander après une adaptation. Et donc là, on a parlé de l'Himalaya, de l'Asie, donc différents pays de l'échelle himalayenne. Et il semble qu'aujourd'hui, donc ce podcast en est peut-être un exemple, il y a des informations et des enseignements qui sont transmis sur des traditions historiquement liées au monde himalayen, le bouddhisme et le dzogchen, qui sont arrivés aux États-Unis, en Australie, au Brésil, mais aussi en Europe et même en France. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la capacité qu'a le dzogchen d'être attirant ou d'être adapté pour les gens comme nous qui vivons ici aujourd'hui en Europe, quoi. On peut dire, oui, qu'il y a un véritable engouement actuellement pour la grande perfection. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse des people de l'Himalaya, en fait, les Occidentaux sont maintenant plutôt désillusionnés de la richesse et de la science. Beaucoup qui viennent à la grande perfection sont déjà vraiment un peu déçus de leur vie et cherchent autre chose. Ils sont à la recherche de quelque chose de spirituel, quelque chose au-delà de tout ce qu'ils connaissent. Et donc, ils viennent en fait vers la grande perfection pour chercher un moyen de trouver un sens, souvent, qu'ils ne trouvent plus dans le monde moderne, et que la science et la médecine et la richesse ne peuvent pas leur donner. Donc, dans le Dzogchen, dans la grande perfection, ils trouvent des moyens très simples et aussi une façon de pouvoir utiliser ces moyens qui sont donnés dans la vie de tous les jours. Donc, pas besoin de se retirer dans un monastère, parce que, justement, les Occidentaux, ils ne veulent surtout plus aller dans les monastères, la mode est passée. Donc, ils cherchent quelque chose qui est plus laïque. Donc, la grande perfection est vraiment idéale pour ça, parce qu'on peut le pratiquer dans le métro, à la maison, en faisant la vaisselle, on lave les dents, à n'importe quel moment de la vie. Donc c'est assez simple. On peut, si on n'aime pas les visualisations, il y a des pratiques qui ne sont pas avec des visualisations très compliquées, parce que les Occidentaux, souvent, ils n'aiment pas trop les visualisations compliquées, même s'il y en a aussi dans le Dzogchen graduel, dans la grande perfection graduelle.
Mais l'occidental a un peu peur de visualisation parce qu'il est déjà surchargé d'images par l'Internet et par les stimuli de tous les jours. Donc il cherche quelque chose de simple, qui pose l'esprit, qui lui permet un calme mental, etc. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a heureusement de nombreux maîtres qui parlent la langue du pays. Par exemple, en France, c'est Mila Khyentse Rinpoche. On a de grandes chances d'avoir Mila Khyentse Rinpoche qui enseigne des sujets extrêmement élevés dans la langue du pays, en français. Donc c'est vraiment une nouveauté dans le pays, et c'est pour ça qu'il y a autant d'engouement, parce qu'enfin un occidental qui nous parle de notre langue et qui nous comprend, il comprend notre façon de vivre et nos problèmes, etc. Donc l'occidental, il a beaucoup de chance aujourd'hui, parce que la grande perfection est là, il y a des enseignements, il y a aussi des maîtres tibétains qui enseignent, qui parlent anglais. Ils parlent rarement le français, mais peut-être il y en a maintenant aussi. Mais il y en a de plus en plus, et donc il y a vraiment un accès plus facile. Et donc, si on veut pratiquer, il y a des séminaires, il y a des enseignements, on peut écouter des enseignements. Surtout, il y a aussi l'Académie du Dzogchen Today qu'on peut suivre, qui est très instructive et très graduelle. Et donc, il y a de multiples possibilités aujourd'hui pour l'occidental de pratiquer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers cette tradition. Et par contre, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça va durer, l'enseignement va peut-être durer quelques années, et peut-être dans 20 ans, on ne sait pas, voilà, c'est plus difficile, où on n'aura plus le temps de pratiquer. Ouais. Oui, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a peut-être des conditions. Donc c'est le moment maintenant. Voilà, c'est le moment maintenant. Et aujourd'hui, de pratiquer, il ne faut pas rater le moment. C'est pour ça que ça s'appelle Dzogchen Today, pas aujourd'hui. Today, oui, pas demain. Et donc, il faut, on a de telles bonnes conditions maintenant, il ne faut pas les rater, il faut les saisir. Et il faut commencer dès maintenant et ne pas dire « Ah, ben, je ferai ça quand je serai vieux ». Souvent, c'est comme ça, les Occidentaux. Je m'occuperai de la mort. On verra plus tard. Enfin, de l'événement, parce que ça parle beaucoup de la mort aussi, et de la préparation à la mort. Je m'en occuperai quand j'aurai l'âge. Et même, peut-être serons-nous morts déjà. Donc, c'est pour ça que la grande perfection est idéale pour l'Occident. Et donc pour glisser à partir de là, et donc revenir sur ce que vous avez dit au départ sur les pratiquants asiatiques, comme la modernité, vous l'avez dit, s'est répandue partout, mondialement, sur l'ensemble de la Terre maintenant, est-ce qu'il y a des différences et qui sont toujours présentes, mais surtout quelles sont les similitudes, peut-être pour commencer, entre les pratiquants himalayens modernes et les pratiquants occidentaux modernes? Alors effectivement, le Dzogchen maintenant est arrivé donc en Occident, et il y a bien sûr une période d'adaptation qui est en train de se faire, mais en fait c'est toujours l'enseignement authentique du Dzogchen. C'est pas un nouveau Dzogchen. C'est-à-dire c'est toujours en fait la même source, la même lignée. C'est l'enseignement qui vient donc de Garab Dorje, Praye Vajra, donc il y a 2000 ans. Donc la transmission continue en fait. C'est pas que d'un seul coup en Occident, tiens, on va maintenant prendre des livres, on va voir ce que donne le Dzogchen. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Le pont a été fait en fait, puisque des maîtres tibétains, donc du Dzogchen authentique, donc lignée ininterrompue depuis Garab Dorje, donc sont venus enseigner en Occident. D'autres maîtres comme Mila Khyentse Rinpoche est parti donc dans l'Himalaya recevoir les enseignements d'une lignée authentique auprès de son maître, à Lord Chorten. Donc on a justement la transmission qui continue. Ça veut dire qu'on s'appuie toujours sur les textes, les textes fondamentaux, les mêmes initiations. Donc c'est-à-dire les tantras du Dzogchen, qui ont donc été enseignés par Garab Dorje il y a environ 2000 ans. On a également donc les commentaires, c'est les mêmes commentaires de Vimalamitra, Padmasambhava, puis après donc les textes donc de Longchenpa et Jigme Lingpa. Et puis ensuite on a les pratiques, c'est les mêmes pratiques, les fameux Nyingtik, les cycles Nyingtik. Donc finalement c'est exactement le même enseignement Dzogchen qui est transmis. Quand on dit le même, en fait c'est-à-dire c'est la lignée qui continue. Mais ça change de couleur, ça change surtout de langue. Et donc ce qui est le plus important donc, à comprendre, c'est qu'en Occident,
on ne va pas créer une nouvelle doctrine du Dzogchen. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Il y a des adaptations, mais vraiment l'essence du Dzogchen est toujours présente, avec notamment donc les 3 séries. Donc en fait, pas de changements fondamentaux de l'enseignement, mais un enseignement qui en fait s'adapte, on va dire, aux coutumes des différents pays d'Occident en plus. Et en fonction des conditions, que ce soit aujourd'hui au Bhoutan ou aujourd'hui en France, c'est le même Dzogchen, Ouais. le même enseignement qui est transmis, et les conditions forcément diffèrent, c'est un autre espace, Ouais. et donc on s'adapte en fonction, mais il n'y a pas de changement au niveau de l'enseignement. Exactement, ça c'est ça qui est vraiment le plus important, et aussi qui est important on va dire, de conserver, quoi. D'où l'idée de la transmission, l'importance de mettre. Par exemple, si des personnes disent « Ah ben oui, on voudrait faire un nouveau Dzogchen », et prendre des livres sans se relier justement à une lignée de transmission juste avec des livres, c'est pas cela le Dzogchen authentique en fait. Il manque la bénédiction dans Ouais. ce cas-là. C'est qu'on Vraiment peut la avoir des transmission. expériences, mais puisqu'il n'y a pas la transmission directe du maître, on ne peut pas aller au but Très loin, ultime. En fait, c'est ça la différence. Et donc pour les différences, donc justement, entre donc, Asie et ici, on se dit c'est la même transmission, mais est-ce que comme les conditions dans l'espace sont un peu différentes, il y a quand même toujours aujourd'hui, malgré le fait que la modernité soit mondiale, des différences entre la façon de recevoir et de pratiquer le Dzogchen en Asie et ici, quoi. Alors déjà, les Himalayens, ils avaient l'avantage de connaître la langue. Il y a quelques années, quand nous on a commencé à pratiquer, il n'y avait pas de livre, donc il fallait apprendre le tibétain. On ne savait pas lire le tibétain, on ne comprenait pas, il fallait demander au lama qui parlait anglais, avec un anglais très rudimentaire, il fallait qu'il nous explique le sens, et c'était difficile. Alors aujourd'hui, heureusement, ça a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, c'est donc des Occidentaux aussi qui enseignent, ou des lamas qui enseignent dans la langue du pays. Donc c'est moins important d'apprendre le tibétain. Mais c'était déjà le grand avantage des Tibétains, c'est qu'ils savaient lire les textes. Au moins, même s'ils ne comprenaient pas le sens profond, parce qu'il y a une grande différence entre langue parlée tibétain et langue sacrée, le peuple laïque ne connaissait pas la langue sacrée. Donc même s'ils savaient lire les lettres du texte, ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Ils apprenaient par cœur, mais c'était comme du latin pour eux. Donc, en fait, il fallait des maîtres ou des universitaires, des universités bouddhiques, qui leur expliquaient le sens. Donc, leur avantage était pas si grand que ça non plus, parce qu'il fallait, comme nous, qu'ils apprennent le sens des mots, en fait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué. Avec les traductions, il y a de nombreuses traductions. Donc, on peut dire que là, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais l'autre grand avantage qu'ont aujourd'hui et qu'avaient toujours les Tibétains, c'est qu'ils sont nés dans la tradition. Donc, en fait, ils n'ont pas de doute. Même s'ils ne pratiquent pas, il y en a beaucoup des jeunes qui ne pratiquent plus, mais ils n'ont pas de doute. Ils savent que c'est une tradition valide, qu'on peut aller à l'ultime. Ils ont vu des maîtres qui se sont réalisés. Donc, ils ne vont pas remettre en doute en disant oh, « c'est une tradition, je ne vais pas m'inscrire dedans, c'est difficile ». Comme si en Occident, il y a beaucoup de doutes avant de se lancer dans une tradition. On ne veut pas s'inscrire facilement dans une tradition parce que de peur d'être déçu ou de peur de s'engager. Pour eux, il n'y a pas de problème, ils sont nés dedans. C'est naturel, quoi. Donc il y a un problème qui est en moins. Donc les Occidentaux sont des fois ralentis par cela, donc à se lancer. Et les Tibétains, il y a déjà un problème en moins. Par contre, là où ils ont un grand avantage, et ça on l'a vu quand on a vécu dans le pays, c'est qu'ils sont très patients par rapport aux Occidentaux. Ils n'attendent pas l'immédiat. Ils n'ont pas des attentes irréalistes envers ceux qui vont recevoir. Et ils sont complètement tolérants envers les choses désagréables. Il y a une stabilité psychologique qui est vraiment très forte, en fait. Ouais, parce qu'en fait, dans leur pays, ils ont l'habitude que tout est plus difficile. Le bus tombe en panne, le nombre de fois on prend des bus où ça tombe en panne, l'avion n'arrive pas, ou il est repoussé à demain. Donc oui, ça va, c'est OK pour eux. Alors qu'en Occident, puisque tout est réglé, on a perdu un peu cette patience. On veut que ça aille vite, immédiat. Et tout doit être réglé
Donc ça ne donne pas vraiment Ouais, la tendance ouais. pour pratiquer la patience. Je me souviens d'ailleurs souvent, là, en voyageant donc en Asie, en discutant avec des Bhoutanais, des Tibétains et autres, souvent ils me disent c'est curieux les Occidentaux parce que vous êtes cultivés, vous connaissez beaucoup de choses et autres, vous êtes extrêmement organisés, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous les Occidentaux vous paniquez. Oui, Ils disent vous paniquez. vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous essayez toujours de remédier. Et quand ça ne va pas, les Occidentaux sont assez frustrés. On cherche toujours en Occident à trouver un remède à toute maladie. Là-bas, en fait, ils trouvent ça normal qu'il y ait des maladies. Ils voient tout le temps des gens qui meurent, qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner, qui meurent plus jeunes. Donc en fait, ils vivent avec le désagréable. Donc dans la pratique, c'est un très grand avantage parce que dans la pratique, on apprend à vivre aussi avec le désagréable. Donc accepter tout ce qui jaillit et accepter aussi le désagréable. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour les Occidentaux. C'est pour ça que la pratique rencontre souvent plus d'obstacles que pour les Tibétains. Quand ils s'engagent vraiment, les Himalayens, ils sont dans l'endurance, dans la persévérance, et ils sont beaucoup plus stables psychologiquement. Et ça, même les modernes. Hein, parce qu'on a remarqué souvent que même ceux qui sont modernes, même s'ils sont plus des grands pratiquants parce qu'ils s'intéressent plus au modernisme, mais ils sont stables parce que c'est un peuple qui n'est pas tourné vers l'intérieur, dans le sens qu'ils ne pensent pas tout le temps au soi, ils ne sont pas égocentrés. Donc, il n'y a pas de psychanalyse, ils ne sont pas dans la psychanalyse et dans l'individualisme aussi. Donc, ils ne se remettent pas en question, ils sont un peuple communautaire. On vit en groupe, on vit pour la communauté et on n'est pas bien si on est seul, si on vit seul. On veut vivre en communauté tout le temps. Et en fait, donc, l'individualisme n'est pas leur problème. Et ça pose aussi donc moins de problèmes dans la pratique parce qu'ils ne vont pas s'interroger sur leur névrose et des choses comme ça. Ils sont portés par la dévotion quand ils pratiquent et ça marche aussi, et par la compassion, et ils ne font pas d'analyse profonde. Et quand ils s'y mettent, vraiment, ils sont plus stables et ils vont plus longtemps sans arrêter. Ils ne vont pas changer tout le temps de direction. Donc ça, c'est un point important. Mais par contre, un grand avantage des Occidentaux, et beaucoup de maîtres qui sont venus en Occident l'ont dit, ils avaient d'abord peur d'enseigner en Occident. Certains ont dit « Oh, mais si on va là-bas, ils ne vont rien comprendre. Les Occidentaux barbares, ils ne vont rien comprendre à notre doctrine, à notre enseignement. Comment on va leur enseigner ?» On dit les premiers Tibétains. Et ils sont arrivés en Occident, ils se sont trouvés face à des Occidentaux assez cultivés, qui avaient appris la philosophie au lycée ou à l'université et qui tout d'un coup leur posaient des questions extrêmement difficiles. Donc ils sont revenus, ils ont dit « Oh, les Occidentaux, ils sont aiguisés, hein. Ils posent plus de questions que les Tibétains et il faut envoyer que des érudits chez eux. Il ne faut pas envoyer des petits lamas, mais des érudits qui peuvent répondre à toutes les questions parce qu'ils ont l'esprit aiguisé. » Donc en fait, ça c'était une grande surprise pour les maîtres tibétains. Mais l'autre désavantage que constatent souvent les maîtres, c'est que la vue théorique est très haute chez les Occidentaux, mais c'est la vue pratique qui manque souvent. Parce qu'après, pour se mettre à la pratique et pour vraiment méditer, ils sont plus lents à se mettre en route. Et donc, ils sont très bien pour la théorie, beaucoup mieux que les Tibétains, parce qu'ils disent que, mis à part les geishés, les érudits qui étudiaient dans les universités, le peuple laïque n'était pas instruit. Ils ne connaissaient pas la philosophie. Donc des notions comme la vacuité n'étaient pas abordées avec les peuples laïcs. On leur enseignait, entre guillemets, les bases. Il n'y a pas de base dans le Dzogchen. Tout est essentiel et fondamental, mais je dis entre guillemets, par rapport au sujet élevé de la vacuité. On leur enseignait la compassion, les quatre pensées, la mort, la préparation à la mort, des choses comme ça. Avant d'aller vers la vacuité, c'était pour les pratiquants chevronnés, à la fin, qui avaient déjà beaucoup d'expérience et qui pouvaient comprendre, mais pas pour les laïcs. Alors là, il y a de grandes différences entre les Occidentaux et les Himalayens. Et donc, merci beaucoup. Et pour terminer, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cet épisode. On pourrait de nouveau rester très longtemps ensemble. Mais donc, est-ce qu'il y a quand même des spécificités dans la façon d'aborder l'enseignement de la part des Occidentaux modernes?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'occidental va forcément pratiquer d'une façon différente. On a dit c'est la même doctrine, on va dire ça comme ça, le même enseignement, mais en fait, l'occidental se projette beaucoup dans l'avenir, il aime constamment changer, améliorer et tout ce qui est, et tout s'accélère. Et donc, sa tendance aussi parfois sur l'étude, et comme disait un grand maître, Mahamudra et Dzogchen-Pa, disait oui, mais les Occidentaux, quand ils étudient, ok, ils sont très très érudits, ils comprennent des choses très complexes, mais ils ont tendance parfois à être un peu pinailleurs, discutailleurs, et parfois querelleurs, disait-il, et donc à perdre du temps sur les détails parfois. Mais donc sur la pratique, il y a cette facilité qui est que ils apprennent très vite des choses complexes. Alors c'est pas que les Occidentaux sont plus intelligents, mais ils sont plus habitués en fait à l'étude. Mais en même temps, pour méditer, il faut qu'ils comprennent. Il faut bien pour nous autres occidentaux, on doit passer par l'étude pour bien comprendre ce qu'est ensuite la méditation. Ouais. Excellent, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer ce dialogue, d'approfondir les spécificités. Je suis sûr que ces échanges vont avoir inspiré un certain nombre de personnes qui vont nous regarder, nous écouter, qui peut-être vont devenir plus en plus familiers avec les traditions himalayennes, du bouddhisme et du dzogchen. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver de nouveau sur ce podcast. Merci encore profondément. Merci à vous. D'être venu jusqu'ici, jusqu'à nous, au nom de toute l'équipe de Dzogchen Today. Et j'espère vous retrouver très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.